Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Intime conviction. Vous auriez dû vous taire, les filles. Votre frère ne supportera pas la prison. Voilà ce que Inès et Soraya ont entendu de la bouche de leur mère en sortant du commissariat. Les deux sœurs venaient de porter plainte contre leur frère pour agression sexuelle. Inès avait 11 ans, Soraya 13, leur frère Naïm, lui, avait 17 ans. Il est à la barre devant nous. Il a 19 ans maintenant. La mère n'est pas là, Inès et Soraya non plus, mais une avocate a été désignée pour les représenter. Justement, l'avocate veut prendre la parole. C'est assez inhabituel en début d'audience. Elle explique qu'elle n'a jamais pu voir Inès et Soraya, qu'elles ne sont jamais venues au rendez-vous. Elle n'arrive pas non plus à les avoir au téléphone. Quand elle cherche à les joindre, la mère dit que plus personne ne veut entendre parler de cette histoire à la maison, et elle lui raccroche au nez. Pourtant, l'autre jour, l'avocate a bien entendu la voix de Soraya derrière celle de sa mère. Elle voulait parler. Mais sa mère l'en a empêchée. Alors, qu'est-ce que les deux sœurs auraient dû taire exactement ? Les demandes incessantes de leur frère, le masturber, s'asseoir sur lui pendant les devoirs, s'allonger avec lui dans le lit. Et aussi, les sous-vêtements volés, les serviettes arrachées après la douche, les courses à travers l'appart pour se mettre à l'abri. Et encore, les mains qui s'imposent sous leur t-shirt ou dans leurs culottes. Soraya a raconté aux policiers qu'un jour, Naïm a essayé de la pénétrer avec son doigt. Le parquet n'a pas retenu la tentative de viol. En audition, la mère a dit qu'elle n'avait rien vu. Elle pense que les filles en rajoutent. De toute façon, si Naïm a fait quelque chose, ce n'est pas de sa faute. Il est malade. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. J'avoue que je me suis dit la même chose quand j'ai lu le dossier. À l'époque, Naïm n'allait plus à l'école, il ne sortait plus de la maison, il avait d'étranges manies. Ne pas toucher l'argent, ne plus se couper les cheveux, ne pas manger d'aliments blancs, ne pas laisser de traces pour déjouer la surveillance de la CIA. Oui, mais voilà, d'après le psychiatre qui l'a expertisé, Naïm est parfaitement responsable de ses actes. Il ne présente aucune pathologie, aucun trouble de la personnalité. À la barre, Naïm nie les faits. Il dit que Soraya a tout inventé, qu'elle a manipulé Inès. Il explique qu'elle veut le chasser de la maison pour récupérer sa chambre. Naïm vit mal la situation. Depuis 2 ans, il a interdiction d'entrer en contact avec ses sœurs. Du coup, il vit à Amiens chez un oncle. Il ne travaille pas, il ne suit aucune formation. Dans cette affaire, la difficulté pour nous, c'est qu'il n'y a pas d'aveu de l'accusé, pas de preuve flagrante non plus. La vérité, il faut la chercher, voir s'il existe un faisceau d'indices qui permettent d'établir les faits sans équivoque. C'est une responsabilité immense. Il faut mettre de côté l'envie qu'on a de croire par principe toutes les victimes présumées de violences sexuelles. Comme pour réparer les injustices faites à celles qu'on n'a jamais crues, à celles qui n'ont jamais osé parler, à celles qui ne parleront plus. Mais le pire, ce serait de rajouter une injustice à toutes ces injustices. Le doute doit profiter à l'accusé. Alors, on se met en quête de ces fameux indices. Il y a d'abord le climat de violence qui régnait à la maison. Un climat que la mère ne conteste pas. Naïm, c'était un vrai tyran. Il voulait tout savoir, tout contrôler. Il avait même mis un logiciel mouchard dans le téléphone d'Inès. À la maison, tout le monde devait lui obéir. Il ne fallait pas faire la prière, il ne fallait pas parler à voix haute, il ne fallait pas changer de chaîne de télé. Il pouvait être violent, surtout avec Soraya. Depuis quelque temps, il dormait avec un couteau. Bien sûr, il y a aussi le témoignage des sœurs. Elles décrivent les mêmes violences, mais elles ne réagissent pas de la même manière. Soraya est très en colère contre Naïm. Inès, elle, protège son frère malgré tout. Elle dit qu'il est malade et qu'il a besoin d'aide. En tout cas, ça ne ressemble vraiment pas à une histoire montée de toutes pièces. Et puis, dans les déclarations des sœurs, il y a tous ces petits détails qui sonnent vrais. Inès raconte que pendant les agressions,
son frère lui chuchotait à l'oreille qu'elle pouvait lui faire confiance, qu'il ne lui ferait jamais de mal. Cette tendresse dans la violence, on se dit que ça s'invente pas. Pareil pour Soraya quand elle dit aux policiers qu'elle ne mange plus, pour rendre son corps moche. Comme ça, son frère la laissera tranquille. Les expertises ont conclu à l'existence d'un stress post-traumatique majeur chez Soraya et encore discret chez Inès. Mais au-delà de ce qu'il y a dans le dossier, c'est aussi tout ce qui se joue à l'audience qui entre en ligne de compte. Il y a les contradictions de Naïm. À la barre, il dit par exemple qu'il n'a jamais mis de mouchard dans le téléphone d'Inès. Pourtant, devant les policiers, il avait reconnu l'avoir fait. Il avait dit que c'était pour voir si elle n'envoyait pas des photos d'elle toute nue à ses copains du collège. Maintenant, il dit que les policiers ont tout inventé. Des contradictions comme ça, on en a relevé pas mal. Il y a aussi tout ce qu'on perçoit de la personnalité de Naïm. Il faut dire qu'il est inquiétant, avec sa grande croix celte autour du cou, sa voix blanche et son langage hyper précis. On sent chez lui une grande rigidité. En tant qu'assesseur, on a le droit de poser des questions aux prévenus. À un moment donné, je lui demande s'il obligeait vraiment tout le monde à chuchoter à la maison. Il répond qu'il demandait seulement à ce que personne ne lui parle. Je lui repose ma question parce que je crois qu'il a mal compris. Mais il répète comme un automate « Je ne voulais parler à personne ». J'insiste encore, et là, son regard change. Il y a presque de la haine dans ses yeux. Ça me fait froid dans le dos. Il y a aussi la manière qu'il a de toujours tout ramener à lui. Il y a encore cette étrange lueur dans son regard quand il parle d'Inès. Quand il dit qu'elle était comme sa meilleure amie et qu'il aimait jouer avec elle. Cette lueur qui surgit à nouveau quand il parle de la petite fille de son oncle, quand il dit qu'il aime s'en occuper. Ça me tord le bide d'entendre ça. En délibéré, le premier truc qu'on se dit, c'est que le bébé de l'oncle est en danger. Alors oui, le doute doit profiter à l'accusé, mais là, on n'a vraiment aucun doute. Même si on n'a pas de preuves évidentes, tous les indices concordent de manière cohérente. On a ce qu'on appelle une intime conviction. L'audience reprend. On déclare Naïm coupable d'agression sexuelle sur ses 2 sœurs. La décision sur la sanction interviendra dans quelques mois. En attendant, il reste sous contrôle judiciaire. Il a toujours interdiction d'entrer en contact avec ses sœurs. Naïm accuse le coup. Son avocate aussi. Ils ont 10 jours pour faire appel. L'audience est levée. Avant de partir, la procureure nous glisse qu'elle s'inquiète pour Inès et Soraya. Elle va lancer une procédure d'investigation. Elle veut comprendre ce qui se passe pour elle à la maison. Je quitte le tribunal. Il fait beau. Je décide de marcher un peu avant de rentrer. Cette audience m'a bien secouée. C'est lourd de condamner quelqu'un qui nie, surtout des faits aussi graves. Mais je me sens en accord avec cette décision, satisfaite d'avoir opposé une vérité judiciaire aux dénégations de Naïm et à l'aveuglement de la mère, et d'avoir empêché que la parole d'Inès et de Soraya soit ensevelie par le silence. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.